c'est moi. Bonjour à tous, vous écoutez Au Capitaine Mon Capitaine, l'émission littéraire, le podcast, bref, appelez ça comme vous voulez, présenté par Wendy et Renaud. Aujourd'hui, comme d'habitude, ils vont vous présenter des livres afin de vous donner envie de les découvrir. Aujourd'hui, c'est Renaud, enfin papa, qui commence avec sa chronique. Ah, au fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche car il passe vachement de temps à faire cette émission. Et nous, on en a marre de manger des pâtes. On veut la YouTube monnaie, de la moula, vous comprenez ? Allez, rendez-nous riches et bonne écoute à tous. Hey les gars, vous aimez bien lire des livres un peu ? Lire des livres comme à l'école. Non, genre lire des livres, tu rentres dans une librairie, tu prends pour 200 € de bouquin, quoi. Non. Il y a un moment très particulier dans l'histoire humaine. Le moment où quelqu'un qui a passé sa vie à se battre décide d'arrêter. Il décide pour ne pas mourir, pour ne pas perdre. Il veut juste arrêter, rentrer chez lui, couper du bois, essayer de devenir quelqu'un d'autre. L'histoire nous dit que ça ne marche presque jamais. Le passé finit toujours par revenir, parfois sous la forme d'une guerre, parfois sous la forme d'un homme, et parfois sous la forme d'un livre, comme Odre, écrit par Maxime Truc et dessiné par Loïc Cassou, alias Locas. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce manga est publié chez Kana, un éditeur qui publie depuis quelques années des mangas créés par des auteurs français. Mais Odre, c'est un peu une première, parce qu'on n'est pas dans une aventure légère ou dans un manga d'action classique. On est dans quelque chose de beaucoup plus dur, plus sombre, plus adulte. Un récit court prévu en 2 volumes seulement, mais dont le premier fait déjà plus de 330 pages. Un pavé froid comme un hiver scandinave. À l'origine du projet, il y a 2 amis, Maxime Truc, le scénariste, et Loïc Cassou, alias Locas, le dessinateur. Et ils sont français, et oui, cocorico les amis, c'est un manga français. Ils se rencontrent pendant leurs études de cinéma. Tous deux aiment raconter des histoires, tous deux aiment les mangas. Leurs chemins se séparent ensuite. Maxime poursuit des études d'écriture scénaristique, et Locas entre dans une école spécialisée dans le manga à Angoulême. Et quelques années plus tard, ils se retrouvent avec une idée simple, raconter une histoire nordique, une histoire de guerre, de culpabilité et de fantômes. Le pitch, assez simple. L'histoire se déroule au IXe siècle, dans les terres froides du nord de la Germanie. Un petit village isolé, une forêt interdite. Une forêt dont les parents disent qu'elle abrite des trolls et des créatures monstrueuses. Évidemment, les adolescents vont aller voir ce qui s'y passe. Et c'est là qu'ils rencontrent un ermite. Un colosse hirsute, bourru, terrifiant. Un homme nommé Gudborn. Un nom qui signifie littéralement « ours-dieu ». Et il ressemble exactement à ça, un ours blessé. Une des adolescentes du village ne le voit pas comme les autres. Elle s'appelle Sin. Sin est sourde de naissance, elle ne parle pas, lit sur les lèvres et perçoit le monde différemment. Et là où les autres voient un monstre, elle ressent quelque chose d'autre, une douleur, une solitude. Alors évidemment, dans les sagas nordiques, la paix ne dure jamais. Un soir, des soldats arrivent au village, les troupes du roi danois Auric Ier. Un personnage historique réel d'ailleurs, du IXe siècle, connu pour ses raids violents en Germanie. Les soldats exigent l'hospitalité et surtout toutes les ressources du village, ce qui, à l'approche de l'hiver, signerait la mort de tout le monde. Alors le chef du village tente de négocier. Et dans ce genre d'histoire, les négociations se terminent rarement bien. Parce que le chef du village va accepter de sacrifier sa propre fille, Sin. Il sacrifie sa virginité à un garçon. Et ce sacrifice va réveiller quelque chose que Gudborn essayait d'oublier. Son passé. Car Gudborn n'est pas n'importe qui. C'est un ancien berserker. Ces guerriers mythiques des sagas nordiques qui entraient dans une rage quasi surnaturelle pendant les batailles. Une sorte de transe. Et Odre pose une question très simple. Que devient un homme comme ça quand la guerre s'arrête ? Quand il n'y a plus de bataille, quand il ne reste que la mémoire. Derrière son décor de saga viking, le manga parle surtout de traumatisme, de la culpabilité, la violence qui reste coincée dans le corps, la douleur de 2 personnages brisés. Gudborn hanté par les tragédies de son passé et Sin rejeté par les siens et traité comme une enfant maudite à cause de sa différence. 2 blessures qui vont finir par se répondre, comme 2 cris lancés à des époques différentes.
Et c'est là que le dessin de l'Ocase devient impressionnant. Déjà, soyons clairs, c'est une masterclass. C'est beau, mais beau. Son style est dur, très hachuré, presque rugueux. Les décors sont lourds, les visages fermés, la nature semble écraser les personnages. Mais surtout, le manga joue énormément avec les sensations. Les silences, les regards, les gros plans sur les yeux, sur les bouches. Le lecteur ressent le poids du monde, et parfois même le silence de Sin, parce que certaines scènes sont construites autour des sons qu'elle n'entend pas. La violence, elle, est bien présente. Elle n'est jamais gratuite. Souvent, elle est suggérée plutôt que montrée. Et certaines des pires horreurs du récit sont simplement laissées hors champ, ce qui les rend encore plus difficiles à supporter. Odre n'est donc pas vraiment un manga de vikings, c'est une tragédie nordique, un récit sombre, violent, presque fataliste. Un monde où les personnages portent les cicatrices comme une malédiction. Odre, ce n'est pas un manga qui crie très fort, c'est un manga qui avance dans la neige, lentement, silencieusement, avec une hache dans le dos et des fantômes dans la tête. Et parfois, les histoires qui font le plus de bruit sont celles qui parlent le moins. Alors si vous aimez les sagas nordiques, les mangas adultes, les histoires de guerriers brisés, allez jeter un œil à Odre. Et souvenez-vous d'un truc, dans les sagas vikings, les batailles ne sont jamais les guerres les plus difficiles. Les batailles les plus dures sont celles, tout simplement, qu'on mène contre soi-même.
venez d'écouter Heilong avec le titre Anohana. Écoute, merci beaucoup Renaud pour cette chronique. Mais de rien. J'ai une petite question. Parce que ta chronique est assez complète, mais je voudrais que tu nous dises un peu plus à qui tu conseillerais ce livre, toi, après l'avoir lu, comment tu l'as ressenti pour le conseiller, s'il te plaît. Oui. Alors, je le dis un peu dans la chronique, mais déjà, il y a quand même beaucoup de violence dans le livre. Donc déjà un public averti, parce qu'il y a de la violence, on va dire, sanglante et de la violence plutôt sexuelle même. Donc voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, voilà, enfin un public averti quoi. Et après, sinon, vu que c'est une masterclass graphique, que c'est vraiment un tome plutôt adulte, mais vraiment avec plein de choses que je trouve incroyables. Je crois que j'ai pas pris une telle baffe un peu graphique depuis genre Berserk ou un truc comme ça. C'est vraiment très beau. Ouais. Donc pour les gens qui aiment déjà les mangas avec justement un graphisme, en fait, quelque chose de beau, qui n'ont pas peur de la lenteur. Voilà, les gens qui aiment déjà l'univers viking, qui peut y avoir dans, je le dis un peu dans la chronique, dans Valhalla Rising ou dans The Northman aussi, ou même dans la série Viking, où il peut y avoir aussi un petit peu des trucs un petit peu plus contemplatifs, etc. Il y a ce truc-là dans ce manga. Donc voilà, faut pas avoir peur de prendre le temps de lire ce truc. Il te demande même, c'est quand même 300 pages, hein, donc voilà, mais ça prend son temps et voilà, et c'est très contemplatif. Moi je trouve ça assez immersif, donc si les gens veulent de l'action, etc., et que ça bouge dans tous les sens, et qu'il y ait un peu des visages qui ont les yeux exorbités et des grands sourires, ou voilà, ça va pas être ce genre de manga du tout, quoi. Ça va pas être le stéréotype des mangas où il y a toujours quelqu'un un peu kawaii qui va faire non, c'est pas ça. Wow, c'est pas ça du tout. Ouais, je fais très bien de passer. Mais donc voilà, non, c'est vraiment quelque chose de, une belle histoire, un drame, quoi, nordique, etc. Et donc voilà, si les gens aiment ce genre d'histoire, un petit peu comme je te disais, il peut y avoir des drames nordiques, vikings au cinéma, etc. C'est exactement ce genre de type de truc, mais par contre voilà, pour public averti, quoi. Ok, écoute, merci beaucoup pour mais de rien. Cet éclairage. De rien. Et écoute, est-ce que tu peux nous redire un peu les infos concernant le livre, s'il te plaît ? Alors oui, c'est Odre, et c'est sorti chez Kana. Voilà. Parfait. Et c'est français, messieurs, dames, une nouvelle fois, Cocorico. Voilà. Merci beaucoup. De rien, et moi j'ai fini, donc du coup c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas nous lire ? Je vais vous lire une BD. Très bien. Ouvrez vos livres, page 394. Ouvrez vos livres, 394. C'est au tour de la BD maintenant. Je vais vous parler de Terre ou Lune de Jatko. C'est par une petite plume que tout a commencé. À 7 ans, cette trouvaille me donna l'idée de me fabriquer de quoi voler. Voici les 2 premières phrases de Terre ou Lune, roman graphique de Jatko aux éditions Morgen. On y rencontre Othello, un petit garçon qui se passionne pour l'ornithologie, afin de fuir un quotidien familial pas évident. Avec son ami, Ange, il rêve de rejoindre le club d'ornithologie de leur école afin de pouvoir en parler avec d'autres passionnés. Mais les différends entre les parents d'Othello vont le faire se retrouver dans une situation dramatique, suite à laquelle il sera envoyé dans un foyer pour mineurs. Seul, incompris et dans l'impossibilité de sortir de cet établissement grillagé, c'est seulement quelques années plus tard qu'Ange, son ami d'enfance, vient le chercher afin de lui proposer d'exécuter un stage d'été dans l'association d'ornithologie dont il fait maintenant partie. Terre ou Lune m'a vraiment beaucoup touchée. Je n'ose pas trop en parler de peur de spoiler ou de vous gâcher tout le plaisir que l'on a à découvrir cet univers magnifique et fantastique. BD de science-fiction, Terre ou Lune est une dystopie qui nous plonge dans une enquête familiale, celle d'Othello à la recherche de réponses concernant son passé, et notamment celui de ses parents, dont il ne sait finalement pas grand-chose. À travers ses rencontres, ses discussions, ses recherches et la lecture du journal intime de sa mère, il apprend à voir les choses différemment et à poser un regard bienveillant sur cette femme qui l'a pourtant poussé à commettre l'irréparable. Les illustrations de Jatko sont douces et ajoutent de la poésie à cette histoire dont le scénario est déjà chargé. Tous les lecteurs y ont pensé, mais il y a un petit côté Miyazaki dans son dessin qui m'a beaucoup plu. C'est fin, délicat, sensible, et c'est exactement de cette façon-là que je décrirai les personnages de cette histoire, alors je trouve que son coup de crayon est plus qu'adapté aux propos qu'il illustre.
Cette histoire, en plus de science-fiction, de parcours initiatique, de drame et d'enquête familiale, c'est aussi un chant d'amour à la nature et à notre planète. Ce n'est pas moralisateur, mais quand même, ce roman graphique a un message à faire passer, et il passe très bien. Les illustrations de la nature sont magnifiques, et ajoutent encore du merveilleux à ce monde, nous permettant d'ouvrir les yeux sur la beauté simple et fragile d'un lever de soleil et de la rosée du matin. Je sais que les avis sur cette œuvre ne sont pas unanimes, et je l'entends tout à fait. Mais s'il y a bien une BD à lire cette année, je pense qu'il s'agit de Terre ou Lune. Ou du moins, je pense qu'elle fera partie des 3 à ne pas manquer en 2026. Roman graphique en 2 parties, la date du prochain et dernier tome n'est pas encore annoncée. Je le précise car certaines personnes préfèrent attendre que tout soit sorti avant de se lancer dans la lecture. Trop d'auditeurs sont frustrés à cause de la chronique sur Mitsuo dont on attend impatiemment la fin. Pour revenir à Terre ou Lune, toujours sans trop en dévoiler, je trouve cette histoire magnifique, prenante. Je me suis attachée au personnage, j'ai été surprise par les découvertes d'Othello, par les secrets que cet univers me dévoilait au fur et à mesure, par les événements auxquels je ne m'attendais pas du tout. Je me suis laissée porter par le texte et les illustrations, par ses enfants, leur amitié et la famille bancale d'Othello. Des époques qui s'entremêlent, le fantastique qui arrive par pointe tel un rêve. C'est la sensation que j'ai eue en lisant ce livre, celle de rêver. Celle de ne plus trop savoir ce qui est vrai ou non, de ne plus trop savoir ce que ça veut dire, de ne plus trop savoir où et quand nous sommes. Je me suis laissée porter, et c'est tout ce que je vous souhaite, car c'est une expérience incroyable et merveilleuse. Alors, je pourrais vous souhaiter une bonne lecture, mais je vais plutôt vous souhaiter de rêver avec Terre ou Lune de Jadko.
私の中に見つけられたからVous venez d'écouter Itsumo Nando Demo, issu du film Le Voyage de Chihiro. Merci Wendy pour cette chronique. Avec plaisir. J'ai une petite question pour toi. Oui, j'écoute. Alors, tu parles de l'importance de la nature dans cette œuvre. Est-ce que l'on peut parler de fable écologique ? Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est une histoire alors vraiment très complète. Le drame familial est parfois sur le devant de la scène et parfois plus en retrait. Puis après, c'est autour de la partie justement plus écologique qui va être à son tour mise en avant. En fait, on compose dans cet univers avec les informations qu'on nous donne au fur et à mesure, comme je l'ai dans la chronique. Et du coup, où et quand, ça importe peu au final, même si ça a son importance quand même pour ce côté fable écologique. Mais j'ose pas trop en dévoiler de peur de spoiler. Il ne faut pas et tu fais très bien. Mais en gros, cette dystopie, si tu veux, c'est aussi un roman graphique d'anticipation, selon moi. Et la nature, les oiseaux notamment, les écosystèmes, leur préservation ont une place importante, en fait, très importante même en fait dans Terre ou Lune. Et c'est autour de tout ça que l'intrigue s'anime. Et c'est aussi en ça que l'importance de l'écologie et de la nature et de sa protection sont des thèmes vraiment récurrents durant toute la lecture du roman graphique. Et je me répète, mais c'est que j'ai vraiment peur de spoiler allègrement. Non, mais tu réponds très bien parce que c'est moi qui ai lu le livre pour une fois, donc c'est très bien. Ah bon, ça va alors. Mais je reste un peu vague, mais c'est fait exprès aussi parce que je pense que c'est une BD dans laquelle il faut se plonger sans trop en savoir en amont au final, parce que c'est trop magique à découvrir pendant la lecture. Et je trouve, moi j'envie en tout cas les gens qui l'ont pas encore lu parce qu'ils auront la chance d'être surpris en fait et d'emmener dans cet univers et d'être emmenés dans cet univers merveilleux. Et du coup j'ai pas envie de trop en dire et en même temps j'ai envie quand même de montrer aux gens qu'il faut y aller quoi, faut le lire absolument, mais voilà, ne lisez rien dessus, juste lisez le livre. Lisez le livre et après appelez-nous, on en parle. Voilà. Est-ce que tu peux nous... Enfin, t'as fini peut-être Oui. Ok. Mais du coup, est-ce que tu peux nous redire chez qui c'est, etc. Donc du coup, c'est Terre ou Lune de Jadko et c'est chez Morgan. Ok, écoute, merci beaucoup. De rien. Bon du coup, moi j'ai terminé, c'est à toi, de quoi tu vas nous lire Je vais lire un roman, voilà. Allez. On touche à l'irrationnel. Entassement symétrique de livres. Même schéma que pendant la grande perturbation de Philadelphie en 1947. Tu as raison. Aucun être humain n'entasserait des bouquins comme ça. Il y a des personnages qui dépassent complètement leurs livres. Des personnages qui deviennent des mythes, tellement qu'on finit parfois, l'espace d'un instant, par oublier d'où ils viennent. On nous les a servis à toutes les sauces, pendant des décennies, si bien qu'on a l'impression de les connaître par cœur. Mais bien souvent, on ne connaît que leur version pop culture. Des figures comme Sherlock Holmes, Frankenstein, Don Quichotte, Tarzan, Robinson Crusoe, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, et bien sûr, Dracula. Le vampire le plus célèbre de l'histoire de la littérature, né sous la plume de Bram Stoker dans le roman Dracula. On croit connaître son histoire, ou plutôt on pense la connaître. Car c'est assez étrange. Tout le monde connaît Dracula, mais très peu de gens ont réellement lu le livre. Et c'est vrai pour beaucoup de ces personnages que je viens de citer, Tarzan, Peter Pan, Don Quichotte, etc. Ils sont devenus tellement célèbres qu'ils ont fini par dépasser leur propre roman. Dans l'imaginaire collectif, ce ne sont plus vraiment des personnages de littérature. Ce sont devenus des créatures culturelles, du patrimoine, des figures qui semblent appartenir à tout le monde. On les croise au cinéma, dans des dessins animés, dans des séries, dans des bandes dessinées, des mangas, et parfois même sur des boîtes de céréales, c'est dire. Mais le vrai Dracula, celui imaginé par Bram Stoker, est souvent très différent de celui qu'on croit connaître. Quand on parle de vampires, dans la littérature, un nom revient immédiatement, Bram Stoker et ce roman Dracula. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, Dracula n'est pas le premier vampire de la littérature. Lorsque Stoker publie son roman en 1897, les créatures buveuses de sang hantent déjà l'imaginaire européen depuis longtemps. Elles viennent d'un folklore ancien, principalement d'Europe de l'Est, en Roumanie, en Serbie ou en Hongrie.
où l'on reconnaît depuis des siècles des histoires de morts revenant se nourrir des vivants. Ces récits vont peu à peu fasciner les écrivains du 19e siècle. Et l'un des premiers grands vampires littéraires apparaît en 1819 dans une nouvelle intitulée The Vampire, écrite par John William Polidori. L'histoire de sa création est d'ailleurs presque aussi célèbre que le texte lui-même. Nous sommes en 1816, au bord du lac Léman, en Suisse. Cette année-là, un groupe d'écrivains se retrouve dans une villa pour passer l'été. Parmi eux, deux figures majeures de la littérature romantique, Lord Byron et Mary Shelley, accompagnés de son compagnon Percy Bysshe Shelley. Et avec eux se trouve également le jeune médecin de Byron, John Polidori. Les soirées sont longues, l'été est orageux et un soir, pour se divertir, les invités se lancent un défi. Chacun doit écrire une histoire de fantôme. Ce jeu littéraire va accoucher de deux créatures immortelles. Mary Shelley inventera Frankenstein, l'une des figures les plus célèbres de la littérature fantastique, et Polidori écrira The Vampire, dans lequel apparaît un personnage nommé Lord Ruthven, un aristocrate mystérieux, séduisant et dangereux qui se nourrit du sang des vivants. Pour la première fois, le vampire n'est plus une créature grotesque du folklore. Il devient un noble élégant et inquiétant, capable de se fondre dans la haute société. Une idée qui influencera directement la création de Dracula plusieurs décennies plus tard. Quelques années avant Stoker, un autre texte important vient enrichir la mythologie vampirique, Carmilla, écrit par Sheridan Le Fanu. Dans ce récit gothique, une mystérieuse jeune femme s'introduit dans une vie d'une héroïne et exerce sur elle une fascination troublante. On y retrouve déjà plusieurs éléments qui deviendront classiques dans les histoires de vampires. Les châteaux isolés, l'Europe centrale, la morsure et la contamination progressive de la victime. Lorsque Bram Stoker écrit Dracula, il ne part donc pas de rien. Mais ce qu'il va réussir à faire est beaucoup plus ambitieux. Il va rassembler toutes ses influences, folklore, littérature gothique et imaginaire romantique, pour créer la figure définitive du vampire moderne. Le château en Transylvanie, le comte aristocrate venu d'Europe de l'Est, la lutte entre science et superstition, la chasse menée par un groupe d'humains décidés à l'arrêter. Avec Dracula, Stoker ne crée pas le vampire. Il crée le vampire que toute la culture populaire va reprendre pendant plus d'un siècle. Quand Bram Stoker publie Dracula donc en 1897, il ne sort pas exactement un vampire de nulle part. Les créatures buveuses de sang existent déjà dans les mythes d'Europe de l'Est depuis des siècles. Mais Stoker va faire quelque chose d'unique, il va synthétiser toutes ces légendes et créer la figure du vampire moderne. Faisons le pitch de Dracula. Dans le roman Dracula de Bram Stoker, l'histoire commence avec un jeune notaire anglais, Jonathan Harker, envoyé en Transylvanie pour finaliser l'achat d'une propriété à Londres pour un mystérieux aristocrate, comte Dracula. Mais une fois arrivé dans le château isolé du comte, Harker comprend rapidement que quelque chose ne tourne pas rond. Les habitants du village sont terrifiés par le nom de Dracula. Les nuits sont pleines d'étranges phénomènes et le château semble être une prison dont on ne peut plus sortir. Pendant ce temps, en Angleterre, la fiancée de Jonathan, Mina Harker, et son amie Lucy Wenstenra commencent à être témoins d'événements pour le moins inquiétants. Lucy tombe mystérieusement malade, comme si quelque chose venait chaque nuit lui voler sa vie. Pour comprendre ce mal étrange, un médecin excentrique, le docteur John Seward, fait appel à un spécialiste des phénomènes occultes, Abraham Van Helsing. Très vite, Van Helsing comprend la vérité. Le comte Dracula a quitté son château de Transylvanie pour venir s'installer en Angleterre et y étendre son empire de ténèbres. Face à cette menace, un petit groupe va alors se former. Jonathan et Mina Harker, le docteur Seward, Van Helsing et leurs alliés, pour traquer le vampire et tenter de l'arrêter avant qu'il ne transforme le monde des vivants en royaume des morts. Ce qui surprend souvent les lecteurs qui découvrent Dracula aujourd'hui, c'est sa forme, parce que le roman de Bram Stoker n'est pas construit comme un récit classique avec un narrateur unique qui raconte l'histoire du début à la fin. Dracula est ce que l'on appelle un roman épistolaire. L'histoire se compose d'une multitude de documents, de journaux intimes, de lettres échangées entre les personnages, de télégrammes, parfois même de coupures de presse. Chaque fragment apporte une pièce supplémentaire au récit. Et nous, lecteurs, nous reconstituons peu à peu l'histoire, comme si nous assemblions un puzzle. Ce procédé donne au roman une sensation très particulière. On a presque l'impression de consulter un dossier, une enquête, un ensemble de témoignages qui racontent l'arrivée progressive d'une menace invisible. Et même si la narration reste finalement assez linéaire et facile à suivre, cette forme renforce énormément l'immersion. Dans la très belle édition que je vous présente aujourd'hui, publiée par Calidor, l'éditeur a eu une idée particulièrement maligne pour accentuer cet effet de réel.
Chaque personnage possède sa propre police d'écriture. Les journaux intimes ont leur style typographique, les lettres un autre, et les télégrammes apparaissent avec une typographie qui rappelle véritablement les messages télégraphiques de l'époque. C'est un détail, mais un détail qui change beaucoup de choses. Parce que tout à coup, le roman ne ressemble plus à une fiction. On a presque l'impression de feuilleter un véritable dossier historique, un ensemble de documents qui auraient été retrouvés et rassemblés pour raconter une histoire terrifiante. Une autre chose surprend souvent les lecteurs qui découvrent Dracula pour la première fois. Le comte Dracula lui-même apparaît finalement assez peu dans le livre. On pourrait croire qu'il est au centre de chaque scène, mais en réalité il agit surtout dans l'ombre. Sa présence se manifeste à travers des traces, des témoignages, des indices. Les personnages parlent de lui, constatent les dégâts qu'il laisse derrière lui justement, comprennent peu à peu ce qui est en train de se passer, mais le comte lui reste souvent hors champ. Cela crée une atmosphère très particulière, celle d'une menace invisible qui se rapproche lentement. Dracula est presque partout dans le récit, et pourtant il n'est presque jamais là. C'est d'ailleurs une différence majeure avec l'image que la pop culture nous a donnée du personnage. Au fil des décennies, le cinéma et les adaptations ont souvent transformé Dracula en une figure élégante, aristocratique, presque séduisante. Un personnage raffiné, parfois même romantique. Dans le roman de Bram Stoker, la réalité est bien plus inquiétante. Dracula n'est pas un dandy ténébreux, c'est une créature monstrueuse. Une bête prédatrice, ancienne, patiente, qui avance lentement vers ses victimes et qui incarne surtout une forme de peur primitive, celle de quelque chose qui se nourrit des vivants et qui ne peut jamais vraiment mourir. Et c'est peut-être justement pour cela que le personnage reste aussi puissant, plus d'un siècle plus tard. Parce que derrière les capes, les châteaux gothiques et toutes les réinterprétations modernes, il y a, à l'origine, une créature profondément terrifiante. Une autre idée reçue tombe souvent lorsque l'on lit vraiment Dracula de Bram Stoker. On pourrait croire que l'histoire est avant tout un grand récit romantique rempli de vampires séduisants qui mordent leurs victimes dans des scènes passionnées. C'est souvent ainsi que les adaptations modernes nous les ont présentées. Mais le roman est en réalité très différent. Au fond, Dracula ressemble beaucoup plus à une histoire d'enquête. Une enquête à la fois scientifique et mystique. Les personnages observent des symptômes, rassemblent des témoignages, comparent leurs hypothèses. Ils tentent de comprendre ce qui se passe, comment fonctionnent les règles, comment agit cette bête et surtout comment peut-on l'arrêter. Le professeur Van Helsing, par exemple, représente cette frontière entre science et surnaturel. Médecin érudit, philosophe, il pousse les autres personnages à accepter une idée difficile. Parfois, la science seule ne suffit pas à expliquer ce qui se passe. Petit à petit, les personnages rassemblent leurs connaissances, confrontent leurs points de vue, expérimentent des solutions. Et c'est presque comme si on assistait à une partie de jeu de rôle. Chaque personnage apporte ses compétences. Jonathan Harker, Mina Harker, le Dr Seward, Arthur Holmwood, Quincy Morris, chacun contribue à résoudre le mystère et à préparer l'affrontement final. Les histoires d'amour existent bien sûr dans le roman, mais elles restent en arrière-plan. La véritable histoire est ailleurs. C'est celle d'un groupe de personnes qui tentent de comprendre une menace inconnue, de protéger les vivants et d'élaborer un plan pour vaincre le monstre. Dit comme ça, Dracula ressemble presque à un mélange inattendu entre enquête, survival horror et aventure collective, où les personnages doivent survivre, apprendre les règles du mal qu'ils affrontent et espérer être prêts lorsque viendra le moment d'affronter la créature. Il y a beaucoup d'idées reçues sur Dracula de Bram Stoker, qu'on pourrait casser. La première, Dracula ne dit jamais « I want to suck your blood ». C'est une phrase que tout le monde associe aux vampires, mais elle n'existe pas dans le roman. C'est une expression qui vient surtout des caricatures et des films humoristiques du XXe siècle. Dans le livre, Dracula est beaucoup plus silencieux, calculateur et inquiétant. Dracula ne dort pas toujours dans un cercueil. Dans l'imaginaire collectif, le vampire dort systématiquement dans un cercueil. Dans le roman, c'est un peu plus précis que ça. Dracula doit se reposer dans la terre de sa terre natale. C'est pour cela qu'il transporte avec lui des caisses de terre de Transylvanie lorsqu'il voyage vers l'Angleterre. C'est d'ailleurs un élément clé de l'enquête menée par Van Helsing et ses alliés. Le roman se déroule surtout en Angleterre. Et oui, beaucoup de gens imaginent que toute l'histoire se déroule dans les Carpates. En réalité, la Transylvanie n'occupe que le début et la fin du roman. La plus grande partie de l'histoire se déroule en Angleterre, à Wisby, à Londres et dans les campagnes anglaises. C'est presque une invasion du monde moderne par une créature venue du passé. Et non, pareil, Van Helsing n'est pas un chasseur de vampires badass. Dans les films, Van Helsing est souvent représenté comme un guerrier expérimenté. Dans le roman, c'est plutôt un savant, un médecin, un professeur, un philosophe. Il passe énormément de temps à expliquer, analyser et à convaincre les autres. C'est presque le maître de jeu de cette enquête surnaturelle. Et d'ailleurs, dans le roman de Bram Stoker, Van Helsing est néerlandais, et son anglais est souvent approximatif. C'est d'ailleurs un trait important du personnage et qui donne un ton très particulier à ses dialogues.
Son langage est souvent maladroit. Van Helsing parle un anglais compréhensible mais truffé de formulations étranges, de constructions et de tournures qui semblent un peu enfantines ou naïves. Par exemple, il peut répéter certains mots ou insister lourdement sur un concept pour être sûr que tout le monde le comprenne. Cela reflète non seulement sa langue maternelle, le néerlandais, mais aussi son éducation scientifique et philosophique. Son style peut donner l'impression qu'il parle de façon presque littéraire, mais parfois de façon décalée ou maladroite. Ce langage particulier ajoute beaucoup au roman. Cela donne un charme unique au personnage, un contraste avec les autres personnages anglais, mais aussi une dimension humaine vulnérable à ce savant pourtant si brillant et autoritaire. Car il faut le dire, cette subtilité se perd presque toujours dans les adaptations cinématographiques. Van Helsing devient un héros d'action ou un professeur élégant et sûr de lui. Dans le roman, on ressent vraiment son étrangeté, sa sagesse, mais aussi ses limites en communication. Et oui, Dracula peut marcher en plein jour. C'est un autre cliché du cinéma, le vampire qui explose au soleil. Dans le roman de Bram Stoker, Dracula peut sortir le jour. Simplement, ses pouvoirs sont beaucoup plus faibles. Cette règle changera bien plus tard avec le film Nosferatu de Murnau, qui introduira l'idée du vampire détruit par la lumière du soleil. Et cette version deviendra la norme dans le cinéma. On imagine souvent aussi Dracula comme une bête sanguinaire, ce qui est vrai en soi. Mais dans le roman, il est aussi extrêmement intelligent. Il planifie son arrivée en Angleterre, il achète des propriétés, il organise son transport, il étudie les habitudes humaines, il prépare une véritable colonisation vampirique. C'est presque un conquérant. Une autre chose aussi, qui est un peu laissée à l'abandon, c'est que Mina est un personnage beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Dans beaucoup d'adaptations, Mina Harker est une victime. Dans le roman, elle est essentielle à l'enquête. C'est elle qui rassemble les journaux et les lettres, organise des informations, comprend les liens entre les événements. Sans elle, les personnages ne pourraient probablement jamais suivre la trace de Dracula. Le roman est beaucoup plus violent et sombre que l'image qu'on en a. La pop culture a souvent rendu Dracula romantique ou gothique chic, mais dans le livre, certains passages sont vraiment brutaux. La transformation de Lucie, la chasse aux vampires, certaines scènes de morsure, le roman joue beaucoup avec la peur, la maladie et la contamination. Dracula est un personnage transformé par le cinéma. Mais si tout le monde connaît Dracula aujourd'hui, c'est surtout grâce au cinéma. Depuis plus d'un siècle, le personnage a été adapté, transformé, réinventé. Et c'est là qu'un détail intéressant apparaît. Parce qu'en réalité, il n'existe presque aucune adaptation parfaitement fidèle du roman. Chaque version modifie quelque chose. Le caractère du conte, son histoire d'amour, sa structure du récit. Le passage d'un livre à un film oblige toujours à adapter, à simplifier, à transformer. L'adaptation la plus célèbre de Dracula est peut-être celle de Francis Ford Coppola, qui est souvent considérée comme la plus proche du roman. Je suis assez d'accord avec ça. Mais elle prend quand même certaines libertés. Le film introduit par exemple une grande histoire d'amour tragique entre Dracula et Mina. Cette histoire d'amour est absente du livre. Mais hormis cela, tout le reste est assez fidèle. Paradoxalement, malgré ces différences, c'est peut-être l'esprit du roman que Coppola capture le mieux. Son esthétique baroque, gothique, presque théâtrale, qui rappelle beaucoup l'atmosphère du texte original. Je suis obligé de parler de la première grande adaptation de Dracula au cinéma. En 1922, le réalisateur allemand Murnau réalise le film Nosferatu. Le problème, Murnau n'avait aucun droit d'adaptation. Le studio a donc tenté une stratégie assez simple, changer tous les noms. Dracula devient comte Orlok, Jonathan Harker devient Uther, mais l'histoire est évidemment la même. La veuve de Bram Stoker ne s'y trompe pas, elle attaque la production en justice. Et elle gagne. Le tribunal ordonne alors quelque chose de radical, la destruction de toutes les copies du film. Et pendant un moment, il semble que Nosferatu ait réellement disparu. Mais le cinéma fait parfois des miracles. Certaines copies du film, conservées notamment en France, ont échappé à la destruction. Grâce à ces copies, le film a pu être restauré. Et aujourd'hui, Nosferatu est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma expressionniste. Avec son vampire chauve, ses griffes interminables et la silhouette qui grimpe les escaliers comme une ombre vivante, c'est culte. Une image qui a marqué toute l'histoire du cinéma fantastique. Ce qui est fascinant avec Dracula, c'est que le personnage continue de vivre bien au-delà des romans. Chaque génération le réinvente, parfois en monstre, parfois en séducteur, parfois en héros tragique. Mais tout cela vient d'un seul livre publié en 1897. Ce livre a transformé une vieille superstition d'Europe de l'Est en l'une des figures les plus célèbres de la culture mondiale. Alors pour conclure, on croit souvent connaître Dracula parce qu'on l'a vu au cinéma, parce qu'on l'a croisé dans des séries, parce qu'on l'a vu dans des dessins animés. Mais lire le roman de Bram Stoker, c'est découvrir quelque chose d'un peu différent, de plus complet. Un Dracula plus mystérieux, plus inquiétant et parfois même plus moderne qu'on ne l'imagine. Parce que derrière le vampire, il y a surtout une question.
qu'est-ce qui nous fait vraiment peur ? Le monstre ou l'ombre qu'il révèle chez les humains qui le traquent ? Vous venez d'écouter Behemoth avec le titre Cursed Angel of Doom. Eh bien, merci beaucoup Renaud pour cette chronique. Mais de rien. Alors j'ai une petite question pour toi. Allez. Alors tu sais, il y a des livres parfois, en fait on finit un peu par presque s'attacher aux méchants. Tu sais, on comprend ses motivations, on a envie un peu qu'il s'en sorte malgré que ce soit censé être le méchant justement. Est-ce que toi, en lisant Dracula, t'as ressenti un peu ça justement avec ce personnage ? Alors, pas du tout, et je vois où tu veux en venir en fait. C'est vrai que, comment dire, surtout le cinéma a rendu Dracula très très genre romantique, tu vois, un peu dandy, etc., etc., etc. Mais en fait, dans le livre, dans Dracula, quoi, de Bram Stoker, Dracula, clairement, c'est un monstre. C'est une bête. On l'identifie au début du roman vraiment à un humain, tu vois, au comte Dracula, mais après c'est terminé, quoi, en fait. Vraiment, tout le monde, quand on parle du comte Dracula, on parle d'une bête. Et là où le cinéma a fait des motivations, on va dire un peu sentimentales, etc., qui ne sont pas du tout dans le roman, la volonté en gros de Dracula dans le roman, c'est vraiment l'émancipation de son royaume et de ténèbres, en fait. C'est-à-dire que s'il va en Angleterre, en gros, et qu'il achète le domaine de Carfax, etc., 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 c'est justement pour répandre d'autres vampires, etc., etc. Donc il y a vraiment ce côté un peu malédiction, épidémie, et d'une bête qui n'a d'autre volonté que de manger et de tuer des gens. Donc non, en fait là, vraiment dans le roman, on l'identifie comme le mal absolu, et
le roman devient plus un roman d'enquête, en fait, où on va essayer de tuer cette bête, en fait. C'est ça le but de vraiment du roman. C'est une enquête sur comment faire pour tuer Dracula, quoi. Donc vraiment, en fait, non, on va plutôt s'identifier, du coup, bizarrement, aux gentils, là où dans les films, vraiment, on a un peu envie, surtout dans celui de Francis Ford Coppola, que Dracula s'en sorte et qu'on arrive à trouver une solution, quoi. Mais c'est pas du tout le cas du roman, en fait. Voilà, c'est que les gens ne soient pas déçus là-dessus. Voilà. Là encore une légende. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, bah merci beaucoup pour, cette réponse très complète. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu, après bon il existe en plein de versions, mais est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, celle que t'as préférée? Alors moi celle que j'ai préférée, celle que j'ai défendue, j'en parle un peu dans la chronique, celle de chez Calidor. Je la conseille parce que déjà toutes les éditions de Calidor sont absolument magnifiques, et il y a un truc que je trouve trop bien, j'en parle aussi un peu dans la chronique, c'est toutes ces polices d'écriture différentes, vu que c'est un roman épistolaire, et ça aide vachement, c'est vachement immersif, il y a des télégrammes, il y a plein de choses différentes qui font que c'est encore, on arrive à plus s'identifier au livre et l'impression d'avoir un témoignage, comme si on avait un dossier un peu de police, quoi, d'une enquête, etc., et qu'on lisait ça. Donc c'est vachement immersif et le bouquin est trop beau. Donc je peux que conseiller ça. C'est chez Calidor et c'est Dracula. Voilà. Et ben merci beaucoup. Et moi j'ai fini du coup avec ma chronique. Donc c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas nous lire? Eh ben je vais vous lire un roman ado horreur. Enfin, vous allez voir. Ok, ça marche. Oh, excuse-moi, mais je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images. C'est pas drôle. Un peu d'horreur pour ados, ça vous tente ? Aujourd'hui, je vous parle de la grande Morgane Kossarieu, avec son nouveau roman destiné aux ados, jeunes adultes, Baron Cimetière. Mika, 16 ans, est en pleine rupture amoureuse. Il fuit Paris, direction la Nouvelle-Orléans, après s'être rendu coupable d'une violente agression dans un bar. Pétrifié par ce qui l'attend après avoir commis cet acte, c'est pour lui une opportunité providentielle lorsqu'il reçoit une lettre d'une grande-tante lui proposant de venir lui rendre visite en Louisiane. Malheureusement pour lui, ce séjour, c'est loin d'être des vacances. Il va y côtoyer la misère de la Nola, le bayou profond, l'histoire de l'esclavagisme et des colonies, mais aussi tout le folklore vaudou. D'ailleurs, ce folklore, il va y être confronté bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. À peine arrivé, il rencontre la séduisante, pulpeuse et mystérieuse Guylaine. Et cette dernière lui apprend qu'il n'est pas en sécurité. Il est sous l'emprise du baron Samedi, figure principale du vaudou. Magie noire, sacrifices et autres rituels seront au rendez-vous dans ce roman aussi effrayant que prenant. Est-ce que je suis encore censée présenter Morgane Kossarieu ? Bon, je vais le faire pour la forme, mais j'espère que ce ne sera pas utile à grand monde et qu'en réalité vous connaissez déjà tous son travail. Morgane Kossarieu est une autrice française vivant à Berlin où elle est tatoueuse sous le nom de Nature Obscure. Elle écrit du roman d'horreur que j'apprécie particulièrement. Souvent body horror à la Cronenberg, c'est le cas notamment de son bestiaire en 3 tomes se composant de Dante et Veine, qui réinvente le mythe du vampire, Vertèbre, qui s'attaque à celui du loup-garou, et Visqueuse, où il sera question cette fois de la sirène. Dans le cas de Visqueuse, des illustrations réalisées par Morgane elle-même ornent les pages du roman et c'est tout simplement magnifique. Elle utilise le corps pour parler de changement, de puberté, de transformation, de sexualité, de féminité. Bref, le corps a une place importante dans ses écrits et il est toujours traité avec fascination et horreur, bien sûr. Passionnée par le vampire, Morgane Kossarieu a souvent écrit à son sujet, seule ou aux côtés de Vincent Tassi, avec qui elle écrit en 2022 Entrevue choc avec un vampire, et plus récemment, en 2025, Festin de larmes. En janvier 2026 est aussi sorti le livre Génération Body Horror, qu'elle écrit en compagnie de Fleur Hopkins-Lauferron. Un livre indispensable à tous les fans d'horreur, complet et merveilleusement illustré. On y parle aussi bien de Julia Ducournau que de Coralie Farja, en passant aussi par Cronenberg et Carpenter. Bref, un indispensable, je vous le dis. C'est une version un peu écourtée de sa présentation car je pourrais parler d'elle pendant des heures. Mais si vous voulez plus d'informations, je vous invite à la suivre sur ses réseaux et sinon à écouter ou réécouter notre premier hors-série qui lui était entièrement consacré. Baron Cimetière, c'est un roman de la collection Nocturne chez Actes Sud.
collection d'épouvantes destinée aux jeunes adultes et dirigée par Vincent Mondiaux, lui-même auteur jeunesse et grand fan de récits d'horreur depuis son plus jeune âge. Baron Cimetière, c'est une nouvelle à l'origine, publiée en 2015 dans le livre Black Mambo aux éditions du Chat Noir sous le nom de Les Enfants de Samedi. Mon ressenti sur Baron Cimetière ? J'ai adoré, bien sûr. Vous l'aurez compris, je ne suis pas très objective. L'exercice de Morgane, d'écrire pour la jeunesse, est pour moi, habituée à l'horreur, une réussite. Je me glissais dans la peau d'une jeune lectrice qui découvre l'horreur pour la première fois. Et pendant la lecture, j'avais 13 ans et je lisais quelque chose d'interdit. C'est d'ailleurs le moment de parler des trigger warnings. Ce roman est conseillé à partir de 15 ans, mais comme toujours en tant que libraire, je précise que cela dépend de la personne à qui s'adresse ce livre. Certains ados de 13 ans, déjà habitués à l'horreur, seront attirés par ce roman et passeront un très bon moment. Certains adultes, n'en ayant jamais lu, pourraient être choqués, apeurés, voire dégoûtés, et ils n'iront d'ailleurs peut-être même pas jusqu'au bout de la lecture. Ce n'est pas une question d'âge, selon moi, mais bien de la maturité de la personne et de son habitude, ou non, à lire ce genre de roman d'horreur. Vous croiserez dans ce roman de la magie noire, des sacrifices humains mais aussi animaux, des rituels vaudous, des esprits, de la maltraitance d'enfants, de la drogue, des armes à feu, du sang et bien sûr, comme tout bon personnage de 16 ans et 20 ans, nos héros sont très portés sur le sexe. Pour ma part, je trouve merveilleux qu'une telle collection existe. C'est plus effrayant que du chair de poule, mais c'est encore sécurisé. Et surtout, c'est accessible aux jeunes adultes adaptés à leur niveau de lecture, notamment dans les tournures de phrases. Je m'explique, forcément, Stephen King, c'est bien. Mais à 13 ans, même si on a envie d'y aller, quand on aime l'horreur, lire Misery, ça ou Carrie, c'est quand même plus compliqué que de lire un roman plus récent, qui s'ancre dans un quotidien que l'on connaît. Un roman qui est à la fois très bien écrit et accessible, qui ne nous prend pas pour des bébés, mais qui ne nous traumatise pas non plus. Un roman où on s'identifie, même si c'est effrayant. Bref, j'adore cette collection pour ça, et maintenant que Morgane Cossarieu en fait partie, autant dire que je l'aime encore plus. Avec Baron Cimetière, même si je suis habituée à l'horreur, j'ai souvent fait des petits durant la lecture. Les phrases courtes et moins chargées que d'habitude ne m'ont pas du tout perturbée. J'ai senti que je n'étais pas forcément le public cible, mais cela n'a en rien gâché ma lecture, et au contraire, j'étais ravie de rajeunir de 15 ans et de frissonner de la sorte. Autre point fort de cette lecture, l'ambiance. Morgane Cossarieu maîtrise parfaitement les descriptions, qu'il s'agisse de lieux ou de sentiments de ses personnages. On arrive à percevoir l'odeur des pièces poussiéreuses nous étant décrites, mais aussi celle des plats préparés par Ghislaine dans son petit restaurant. On ressent l'ambiance des rues en fête lors du carnaval, les confettis au sol, l'alcool et l'air chargé des différentes drogues circulant lors de cet événement. On ressent aussi toute la tension sexuelle liée aux différents rituels, la chaleur qui émane des corps et des lieux où ils se déroulent. J'ai des amis fans de la période victorienne à Londres, ou d'autres qui ne liront que des histoires se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai aussi des inconditionnels du Japon, traditionnels ou plus récents, et bien sûr, j'ai des amis qui ne jurent que par le médiéval. De mon côté, l'ambiance qui me plaît en général, c'est celle du bayou. Avec Baron Cimetière, je n'ai pas été déçue. Alors si vous aussi, vous aimez avoir peur, être surpris par une lecture, vous faire glacer le sang en lisant une description bien crasse-pouille comme je dirais, et frissonner en suivant nos héros dans des cimetières, lisez vite Baron Cimetière de Morgane Cossarieu. Et gardez à l'esprit que le Baron Samedi est un lot à vaudou, à la fois effrayant lorsqu'il est invoqué à des fins malfaisantes et protecteur, pouvant aussi offrir guérison, voire résurrection. Ne me manque pas de respect, mon petit. Ce serait une erreur monumentale. Mon royaume vous tend les bras. Et mes amis viennent de l'au-delà. Ces amis viennent de l'au-delà. Ce n'est que l'écho, mes amis. Une simple petite tradition en Louisiane, un numéro de cabaret, 3 fois rien. Asseyez-vous là-bas. Faites-moi confiance. Détendez-vous et grâce à moi, ce sera peut-être votre jour de chance. Je peux lire l'avenir, le modifiera à mon goût et me glisser dans votre conscience. Vous avez une conscience, n'est-ce pas, Laurence? Et vos rêves les plus fous. Grâce au vaudou, à mon bagou, à mes abracadabras. Et mes amis
amis viennent de l'au-delà. Ses amis viennent de l'au-delà. Les cartes me révèlent le passé, le présent et le futur tel quel. Les cartes, prenez-en 3. Venez découvrir votre avenir avec moi. Toi, tu as fait une longue traversée. Tu viens de deux lignées de royauté. J'ai moi-même du sang royal du côté de ma mère. Tu mènes grand train, mais tu es fauché. Et il faudrait que le papa de ta poupée soit blindé. Papa t'a coupé les vivres, hein, Playboy? Faut que tu te mettes la bague au doigt, mais sans te passer la corde au cou. Tu veux être libre comme l'air, bondir de ville en ville, mais pour être libre, faut des billets verts. Que de verre, mon cher. J'ai beau explorer ton avenir, je n'y vois que du vert. Pour toi, mon petit, le bilan sera vite fait. Tu as toujours été exploité. Exploité par ta petite mère, ta petite sœur, ton petit frère. Et si tu étais marié, ta petite femme t'exploiterait. Mais en me plongeant dans ton avenir, je vois seulement l'homme que tu as rêvé de devenir. Serrez-moi la main, mes chers amis, serrez la main d'un pauvre pécheur. Oui. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Transformation totale, rénovation totale et transfiguration totale. Est-ce que tu sens que tout change, que tout change, que tout change en toi? J'espère que tu aimeras. Dans le cas contraire, ne m'accuse pas. Accuse plutôt mes amis de l'au-delà. Vous venez d'écouter Mes amis viennent de l'au-delà, issu du dessin animé La princesse et la grenouille de Disney. Merci Wendy pour cette chronique. De rien. J'ai 2 questions pour toi. Oui, j'ai 2 réponses. Tu nous dis dans ta chronique que le lecteur peut s'identifier à ces personnages. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, en fait je sais pas tellement comment l'expliquer, mais je trouve que Mika, le héros, c'est un petit punk de 16 ans, incompris, fragile, pas très grand, pas très musclé, un peu en marge de la société. Et de son enfance difficile, si tu veux, on a quelques petites informations, mais on sent qu'il s'est toujours débrouillé tout seul et que c'est un personnage touchant, tu vois, on s'y attache rapidement, même si on lui ressemble pas forcément. C'est facile de s'identifier et de ressentir ce qu'il ressent, quoi. Guylaine, quant à elle, du coup, c'est aussi une jeune femme débrouillarde. Elle a 20 ans, elle est décrite comme une personne sensuelle, pulpeuse, avec un sourire ravageur. C'est elle un peu la femme forte du truc, quoi. Et c'est surtout elle qui se sacrifie pour ceux qu'elle aime, quoi. Celle qui se bat, qui n'a peur de rien, qui est toujours ou presque sur ses gardes. Mais on s'identifie aussi, elle est vraiment badass et du coup, on a envie de lui ressembler en quelque sorte. Et après, j'ai aussi dit ça par rapport aux descriptions de Morgane Cossarieu, parce que ça m'avait déjà fait ça avec les personnages de ses autres romans. Elle écrit vraiment très bien, et plus encore les sentiments en fait, des gens, le ressenti des gens, et c'est ce qui fait en fait qu'on peut facilement se mettre à leur place. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup même des personnages qui nous ressemblent pas du tout, on s'y attache et on leur ressemble au final. On sent, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est plus facile en tout cas de le faire avec sa façon d'écrire à elle. D'accord, ok. Du coup, deuxième question. Oui. Est-ce qu'une scène ou une description t'a particulièrement marqué ?
Là, c'est pas facile de répondre parce que c'est vraiment un tout, je trouve. Après, je pense que dès le début, on sent le côté un peu cracra du roman, des événements à venir, etc. Il y a vraiment une ambiance, quoi. Et si je devais vraiment choisir, je pense que la première scène de rituel vaudou, elle est incroyable. On s'attend pas tellement à ce qu'elle arrive comme ça, en plus. Même si c'est l'ambiance et que c'est ce qu'on attend depuis le début, quand même. Mais malgré tout, c'est assez surprenant la façon dont elle arrive. C'est très détaillé, c'est sanglant, à la fois c'est très sensuel. Je pense que, voilà, jeune lecteur, cette scène-là, elle fait un peu fermer le livre, je pense quelques heures, juste le temps de boire un soda et de revenir ensuite prêt à affronter ce qui va suivre. Mais en même temps, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on cherche avec ce genre de récit horrifique aussi, donc bon, c'est plutôt cool, c'est bien fait, quoi, c'est très chouette. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous redire chez qui c'est, etc. Alors, donc, c'est Baron Cimetière de Morgane Cossarieux et c'est chez Actes Sud. C'est la collection nocturne, chez Actes Sud. Voilà. Ok. Merci.